Bonjour, ici Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Nous terminons aujourd'hui l'interview avec Jean-Luc Koenig. Donc Jean-Luc, je rappelle, c'est une des deux personnes qui ont été formées en direct par David Allen sur la méthode Getting Things Done, qui est la méthode d'organisation personnelle la plus utilisée et à l'origine de quasiment toutes les méthodes d'organisation personnelle qui fonctionnent. Aujourd'hui, on termine donc avec les deux dernières étapes fondamentales de l'organisation qui sont la revue hebdomadaire et le passage à l'action. Parce que, évidemment, c'est intéressant de s'organiser uniquement si ça nous permet de passer à l'action. Et en parlant de passer à l'action, je vais vous demander justement un petit passage à l'action. Rendez-vous sur iTunes ou sur votre logiciel d'écoute de podcast et likez-nous. Je sais que c'est des choses qui sont pas évidentes, qui demandent un petit effort, mais nous, ça nous permet de remonter au classement. Et plus on sera visible, plus on aura d'auditeurs, plus on sera encouragé à vous faire des podcasts de qualité. Donc merci d'avance. Je vous laisse avec Jean-Luc et je vous donne rendez-vous en fin de podcast. Merci. Voilà, je pense que je vais passer à l'étape 4, qui est l'étape de revoir. Oui, la revue, effectivement, ce qu'on appelle la revue hebdomadaire. On voit bien que ces listes d'actions, elles vont bouger dans ma semaine. Parce que je vais rayer des choses que j'aurais faites, parce qu'il y a des choses que je m'étais promise de faire et que j'ai pas faites, mais qu'il faut peut-être changer, faire évoluer, etc. Donc, j'ai ma revue hebdomadaire, dont l'objectif, c'est de, en fait, il y en a 3, hein, c'est de rester clair, rester au clair sur les éléments qui me sont arrivés dans la semaine et que j'aurais pas nécessairement rentré dans mon système, être à jour, c'est-à-dire que toutes mes listes à l'issue de cette revue hebdomadaire sont des listes qui sont mises à jour, pertinentes et que je peux exploiter directement. Et puis ensuite, être créatif parce que c'est le moment de ma semaine où je peux me poser, prendre quelques minutes et me dire, tiens, si j'avais davantage peut-être de temps, de ressources, etc., qu'est-ce qui serait pertinent dans mon travail, dans mon contexte, dans mon rôle, dans ma position de manager aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais introduire de nouveau qui ferait avancer les choses. Donc on peut être créatif et organisé. Alors oui, c'est une question qui nous est posée souvent. Oui. Est-ce que cette méthode, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais est-ce que cette méthode est simplement pour des gens qui sont plutôt cerveau gauche ou est-ce qu'on peut avoir aussi ça pour des gens qui sont créatifs ? Ouais. Et on s'aperçoit qu'on touche tous les styles de personnes et que cette méthode n'est pas du tout ni ancré dans un postulat culturel, parce qu'on pourrait penser que ça marche bien pour des Européens, des Nord-Américains, et que ça marche pas pour l'Asie ou pour l'Afrique. Et c'est pas non plus une méthode qui est réservée pour des hommes versus des femmes, et c'est pas non plus réservé pour des gens qui sont plutôt dans un mode cerveau gauche plutôt que des créatifs. Là, j'ai le témoignage de quelqu'un qui est donc c'est un créateur pur puisque c'est quelqu'un qui est dans le monde de la musique et qui produit de la musique, qui écrit des chants, qui écrit des chansons et des musiques. Et c'est quelqu'un qui dit: avant GTD, j'avais commencé une centaine de chants. Après GTD, j'ai terminé une centaine de chants. Ouais, c'est pas mal. En fait, moi je dis même que pour quelqu'un qui est créatif, ça va surtout pas tuer sa créativité, ça va la décupler. Oui. Effectivement, ce qu'il te dit là, c'est que ça a amélioré son passage à l'action, sa concrétisation, mais pas seulement. C'est-à-dire que le fait d'avoir un esprit libéré justement de ces boucles ouvertes dont on parlait tout à l'heure, ça le rend plus créatif. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà créatif à la base, il va décupler sa créativité. Donc oui, on peut être organisé et créatif et c'est même assez conseillé. Oui. Ok, voilà, c'était mon aparté parce que ça c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Moi j'en ai assez qu'on me dise non mais moi je suis artiste, je suis comme ça, tous ces trucs-là, ça me parle pas. Et je trouve que quelque part, c'est un petit peu manquer d'ouverture d'esprit que de ranger un peu trop vite ce genre de méthode d'organisation et de dire c'est pas pour moi. Au contraire, c'est pour tout le monde. Oui. Et vous ferez forcément des progrès que vous soyez créatif ou pas à la base. Si tu veux, on revient au fonctionnement du cerveau dont on parlait tout à l'heure. Si on n'externalise pas les choses qui sont significatives pour nous, ça veut dire
que notre cerveau, au lieu de lui donner la pleine potentialité pour être créatif, parce que c'est vraiment pour ça qu'il est fait. Alors, je peux être créatif en tant que manager, je peux être créatif en tant que dessinateur, en tant que peintre, etc. Si je ne donne pas toute la place pour cette créativité, ça veut dire que je vais avoir des boucles ouvertes dans mon cerveau. Et la méthode GTD, dans cette première étape, elle va nous permettre de sortir de notre tête ces boucles ouvertes et d'être du coup plus efficace. Tout à fait. Alors, je ne vais pas rentrer, si tu veux, dans la revue hebdomadaire dans le détail, parce que ça se découpe en 11 étapes. Ce serait peut-être un peu fastidieux, bien que ce soit particulièrement clé. Je mettrai juste l'accent, avant de passer à la dernière étape des fondamentaux de GTD, mettre l'accent sur cette fameuse liste des projets, avoir une liste complète et à jour de l'ensemble de mes projets. Alors, évidemment, aujourd'hui, notre contexte, c'est le contexte professionnel, mais ça s'applique tout à fait, et évidemment, on encourage à faire ça aussi dans la sphère personnelle, associative, hors travail. Ça permet aussi de se remettre en tête les priorités en général, puisqu'en fait, les projets, c'est un petit peu ce qui doit mener, je dirais, à un niveau supérieur notre organisation. Ok. Et alors, super. La dernière étape, s'engager, on voit bien qu'il va falloir faire des choix. Parce que je vais me retrouver avec plusieurs listes de contextes. J'ai une liste au bureau, j'ai une liste à appel téléphonique, j'ai une liste à l'ordinateur, j'ai une liste à voir avec. Mais finalement, quand j'arrive au bureau le matin, qu'est-ce que je fais ? Et là, on voit qu'il va falloir se plonger en fonction du contexte, dans une liste. C'est parce que je suis au bureau que je peux faire les choses qu'il y a sur ma liste au bureau. C'est parce que je suis avec un smartphone qui capte les ondes téléphoniques que je peux passer un coup de fil. Quand je suis à 300 à l'heure dans un TGV, c'est sans doute pas là que je vais avoir une réunion téléphonique d'importance avec quelqu'un. Tout à fait, ouais. Et donc, on touche à la question de la priorité. Et la priorité, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école classique, c'est-à-dire c'est basé sur 1, 2, 3 ou ABC. Qu'est-ce qui est le plus important, moins important, etc. C'est déterminer a priori, avant toute chose, les priorités. Mais ça, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Parce qu'au moment où j'ai réfléchi à telle action, c'était lundi matin, je me suis dit, ça c'est de la première importance, il faut absolument que je le fasse. Quand arrive le mercredi ou le jeudi, les priorités ont été chamboulées. Pourquoi ? Parce que la vie, telle qu'elle se présente à moi, chamboule les choses en permanence. Et donc, décider d'une priorité un jour, pour espérer faire cette chose-là au bon moment un autre jour, c'est illusoire. Par contre, on a 3 critères limitatifs qui, eux, vont nous conduire à identifier sur le moment, avec la bonne priorité, l'action à faire. J'ai parlé du premier critère de choix, c'est le contexte. Que puis-je faire ? On voit bien que c'est parce que je suis au bureau que je vais pouvoir travailler sur ce dossier qui est sur cette étagère. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même si ce coup de fil, c'est le truc absolument prioritaire que je dois faire, si je suis dans un endroit qui ne capte pas, ça aura beau être une priorité, je ne pourrai pas la mettre en action. Exactement. Donc là, ça va être le contexte qui va primer. D'où l'importance de nos listes, parce que nos listes sont justement par contexte. Alors le contexte, on a peu de temps pour en parler, donc c'est pour ça que je suis resté sur les contextes qui sont plutôt d'ordre localisation, géographique, si tu veux. C'est parce que je suis au bureau. Mais ça peut être aussi des contextes en termes d'énergie. C'est-à-dire, c'est parce que je me sens parce que, bon, on va pas revenir sur ça, mais tu sais qu'il y a des cycles, et en particulier dans la journée, j'ai des cycles à fort niveau d'énergie et des cycles à faible niveau d'énergie. Ça sert à rien. D'ailleurs, j'en profite, il y a un bouquin hyper intéressant qui vient de sortir de Daniel Pink, qui s'appelle When, il n'est pas traduit encore, et qui étudie tout à fait ces cycles dans la journée, et en fait il explique qu'il y a des moments pour faire les choses plutôt créatives, d'autres qui sont plutôt pour l'administratif, etc., etc. Très intéressant que tu mentionnes Dan Pink, parce que c'est un fervent de la méthode GTD. Ouais, d'accord. Et en fait, il a même... Je suis pas étonné en même temps. Il a même une phrase qui revient souvent.
où il dit que GTD, c'est ce qui a été l'élément transformateur dans sa vie par rapport à la prise en compte des choses à faire, etc. Ah bah clairement, moi je pourrais dire la même chose à mon sujet. C'est-à-dire que j'étais pas quelqu'un d'organisé, j'étais plutôt quelqu'un de créatif. Et si j'avais pas découvert cette méthode d'organisation il y a très longtemps, j'aurais pas pu réaliser tout ce que j'ai réalisé. Et diriger une entreprise en fait partie. Donc ça peut être très transformateur. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Alors je reviens sur les critères. On a dit le premier critère, eh bien c'est qu'est-ce que je peux faire. Donc ça c'est le contexte. Le deuxième critère limitatif. Donc on voit que quand on a déjà répondu à ce contexte, ça veut dire qu'on va éliminer toutes les autres listes. Il ne nous reste plus que là ou les deux listes qui sont pertinentes. Deuxième critère, c'est quelle est ma fenêtre de temps ? Quel est le temps dont je dispose ? Parce que si je dois travailler sur un dossier et que ça me prend 1 heure à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie pour s'y mettre, pour aller chercher les informations, etc., et que je suis juste entre deux réunions et que j'ai 20 minutes, ça sert à rien que j'ouvre ce dossier-là parce qu'à peine je l'aurai ouvert qu'il faudra déjà que je le referme. Donc, quelle est ma fenêtre de temps ? Et on voit bien que si j'ai juste 20 minutes, par contre, ça devient pertinent de sortir la liste des appels téléphoniques. Parce que là, en regardant sur cette liste, j'arriverai à identifier des appels qui font moins de 20 minutes et qui vont me permettre quand même de passer à l'acte. Tout à fait. Et puis le troisième critère, c'est mon niveau de ressources ou mon énergie actuelle. Parce que je peux être dans le bon contexte, si tu veux, je suis en fin de journée, je suis dans le bon contexte, je suis face à ce dossier que je dois faire, j'ai la bonne fenêtre de temps. J'ai effectivement 1 heure et demie devant moi, mais je suis rincé. Parce que j'ai pas arrêté d'enchaîner les rendez-vous, puis en plus j'ai eu une discussion un peu difficile avec un de mes associés, et puis il a fallu négocier quelque chose avec un client, et ça s'est pas très bien passé. Ça sert à rien que je me mette sur ce dossier. Certes, je suis dans le bon contexte, certes, j'ai la bonne fenêtre de temps, mais je vais pas du tout choisir ça parce que j'ai pas du tout les ressources nécessaires pour m'attaquer à ce type de dossier. Et une fois que tu passes au crible ta liste pertinente ou tes 2 listes pertinentes avec ces 3 critères, eh bien, tu t'aperçois qu'il te reste juste 3-4 actions que tu peux engager. Et là, c'est immédiat de décider quelle est l'action prioritaire. Là, tu vas dire, non, pas ça, parce que ça peut attendre, mais ça, je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire maintenant. Donc voilà l'approche qui est sous-jacente à cette 5e étape, s'engager. D'accord. Alors moi j'ai une question. En fait, est-ce que pour être sûr, je comprends tout à fait qu'il y a 2 écoles. Ce que tu disais, c'est intéressant. C'est la première école, c'est de faire qui est en fait l'école. Ce qui est prioritaire dans mes projets, il faut que ça passe avant tout, etc. Et l'autre, c'est de raisonner de là où je suis et de voir ce que je peux faire. Mais est-ce que au moment où on fait c'est peut-être au moment où on fait notre revue, je sais pas. Est-ce que c'est pas le moment aussi où on doit créer des contextes dans notre agenda pour être sûr qu'on fasse nos priorités dans la semaine ? Je t'explique un petit peu pourquoi je te demande ça. C'est que quand j'interviens moi en séminaire, souvent un des premiers problèmes que rencontrent tous les cadres, c'est le temps. Ils me disent: moi, je manque de temps, c'est ça mon problème. Souvent, des gens qui viennent d'accéder à la fonction de manager, c'est ce qu'ils disent. Et puis, le deuxième problème, c'est j'arrive pas à déléguer. Le troisième problème, c'est je n'arrive pas à donner assez de temps à mes collaborateurs, etc. Et le quatrième, c'est je suis pas assez performant. En général, ça vient dans cet ordre-là. Et récemment, on a fait une étude, un sondage, je dirais plus général, et c'est à peu près ce qu'il en ressort. Et donc, moi, ma manière de les débloquer par rapport à ça, et je dirais qui va faire qu'en ressortant du séminaire, ils seront entre guillemets plus managers qu'avant, c'est justement de prendre leur agenda et de leur dire déjà vous allez mettre des créneaux dans votre agenda pour faire du management. Parce qu'en fait, la première chose qu'il faut identifier quand on est un manager, c'est qu'on continue à être un contributeur individuel tout en ayant du management à faire. Et tant qu'on n'aura pas créé des espaces de temps, et en fait, peut-être que dans la méthode GTD, on appellera ça des contextes ou des rituels, moi j'appelle ça des rituels, tant qu'on n'aura pas créé ces moments-là, en fait, on ne sera pas entré en action dans notre management. Et donc, est-ce que, pour être sûr quand même d'avoir nos priorités qui se réalisent, il ne faut pas créer les contextes. Parce que sinon, si je prends volontairement un extrême, si on est sur la 2e école dont tu parlais, en fait, on subit un petit peu les contextes dans lesquels on se trouve, et finalement, il y a des actions qui ne seront jamais faites, alors que peut-être elles étaient prioritaires.
Alors, peut-être là, il faut repréciser quelques éléments. C'est-à-dire que ton calendrier, ton agenda, c'est aussi une liste de contexte. Oui. Et dès lors que... Parce que ce que j'entends derrière une action prioritaire, j'entends une question de positionnement dans le temps. C'est parce que j'ai cette réunion la semaine prochaine, jeudi, qu'il faut que avant je prépare le dossier et les transparents qui vont avec, etc., etc. Tout à fait, ouais. Et dans ce cas-là, s'il y a un critère de temps, évidemment que on doit se ménager le créneau sur notre agenda, se bloquer cette fameuse demi-journée, peut-être le mercredi matin, où je veux pas voir mes collaborateurs débarquer dans mon bureau parce que je dois absolument travailler sur ça. Oui, tout à fait. Voilà. Les rendez-vous avec soi-même. Des rendez-vous avec soi-même. Donc ça, je le... En fait, moi, je parlais plus de choses récurrentes, du coup. Qui sont récurrentes parce que c'est les moments où je dois avancer sur un projet et que de toute façon, il faut que ce soit intégré dans ma semaine au départ. Oui. Alors, le deuxième élément de réponse que j'ai par rapport à cette remarque est tout à fait pertinente. C'est que, d'ailleurs, si on a lu le livre GTD, on a quelques éléments à ce propos-là, c'est que ma journée de travail, si je ne ménage pas 40% de mon temps pour moi-même, afin de réfléchir à ce que je dois faire, soit moi, ou de réfléchir à ce que mes équipes doivent faire, je ne vais pas réussir à m'en sortir. Ah oui. Il y a tellement... 40% par jour, c'est pas mal. C'est à peu près ça les chiffres. En fait, 40% d'une journée, ça fait à peu près 3 heures, si on considère qu'on travaille entre 7 et 8 heures par jour. Et 40% d'une semaine, si jamais on a c'est 2 jours. C'est 2 jours, en fait. C'est 2 jours sur 5. Ouais, donc c'est... Ah d'accord, ok. Écoute, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Si les gens veulent aller plus loin, ou les auditeurs veulent aller plus loin, en savoir plus... Comment ça peut se faire ? Comment tu interviens ? Est-ce qu'il y a des documents que tu mets à disposition, des choses comme ça ? Qu'est-ce que tu conseilles pour aller plus loin sur la méthode GTD, pour les gens qui veulent la mettre en œuvre ? Plusieurs possibilités. C'est vrai que les auditeurs là sont essentiellement dans le monde du travail, donc moi j'aurais tendance à les aiguiller d'une part sur le site GTD France. D'accord. Donc c'est un site qui... Donc ça s'écrit comment ? gtdfrance.com ? Oui, voilà, gtdfrance en attaché.com. D'accord. Mais ça, c'est un site qui, à la fois, donne un certain nombre de ressources sur GTD, mais qui propose également des séminaires, des formations, des choses comme ça, pour la personne lambda. D'accord. Si c'est dans un contexte corporate, si c'est un contexte d'entreprise, à ce moment-là, mon conseil, c'est de se tourner vers le site InXL6, alors qui est abrégé inxl.fr, inxl.fr. Donc ça, c'est la société qui, en France, livre toutes les formations concernant GTD. Et en plus, il y a tout un tas de ressources, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des fiches méthodologiques, on peut avoir accès à des manuels d'installation si on se trouve avec tel outil, ou par exemple je suis sous Outlook et j'ai envie de gérer toutes mes tâches et mes projets sous Outlook, comment je fais à la mode GTD, voilà, on peut télécharger le PDF, ce genre de choses. Ok, écoute Jean-Luc, c'était hyper intéressant. Alors il y a une question qui me vient, mais je pense qu'on peut trouver ça sur le site. Tu disais qu'il y a des gens qui sont plutôt papier-crayon, et je me demandais s'il y avait des agendas ou des to-do list ou des choses comme ça qui étaient spécifiquement, réalisées à partir de la méthode. Ça existe ? Oui, alors pour répondre à cette question, on a le format, on a mis au point le format français, parce que il y avait un format américain, on a mis en place un format français pour ça, sur 2018. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le store de GTD France, mais il suffirait de me contacter à la limite, et puis là, je pourrais envoyer les informations. Donc c'est un PDF à télécharger. Je crois que c'est pour une modique somme, je crois que c'est 5-10 euros, quelque chose comme ça. Et on peut avoir toutes nos listes
et la méthode GTD qui est rappelée succinctement dans ce carnet. D'accord, ok. Hyper intéressant. Ok, ça marche. Bon, si j'ai des demandes de ce côté-là, je les transmettrai. Si jamais il y a une méthode plus rapide ou directe d'y accéder, je le mettrai aussi dans le contenu au moment où je publierai. Oui, parce que en fait, c'est une très bonne question que tu poses. Moi, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprise qui passent du tout électronique à papier-crayon. Oui. Et ça vient étayer en fait toutes les recherches qui se font sur le process de réflexion quand on est face à un papier avec un crayon à la main par rapport à l'outil informatique. On s'aperçoit que le processus n'est pas le même et qu'en termes de créativité, on va plus loin avec papier-crayon que quand on est avec l'outil informatique. Clairement, c'est mon cas, et ça va même au-delà de mon système d'organisation. J'en parle aussi d'ailleurs à propos des 1 à 1. Moi, je conseille absolument aux managers, quand ils font leur 1 à 1 avec leurs collaborateurs, d'éliminer tout outil électronique, même pour la prise de notes, parce qu'en fait c'est comme s'il y avait une troisième personne dans la pièce, et puis c'est source d'interruption. Et il y a plein d'autres avantages que je décris dans le fait de prendre les notes à la main, entre autres le fait qu'on n'est pas en contact visuel en permanence avec la personne, donc ça lui permet de parler sans forcément qu'on la regarde dans les yeux. Et puis c'est très bon aussi dans le fait de la laisser parler, puisque quand vous êtes en train d'écrire, vous ne pouvez pas l'interrompre. Donc, et c'est pas la seule raison. Moi, quand je prépare mes séminaires de formation ou que je prépare mes formations online, désormais je n'utilise plus l'ordinateur, j'utilise une méthode avec des papiers et des post-it. Et ça marche beaucoup mieux. C'est aussi au niveau rapidité. Après, ensuite, je reviens à l'ordinateur. Mais effectivement, c'est pour ça que je te posais la question. Moi, je ressens aussi il y a un autre truc qui est intéressant avec le papier, c'est que en fait le papier ça délimite aussi le nombre de choses qu'on peut noter, alors qu'en électronique on peut faire des listes de tâches de 120 tâches quoi. Donc il y a une limite physique qu'on atteint assez vite avec le papier, et là on se dit il y a peut-être un petit problème, et donc c'est ce qui peut nous encourager à déléguer, etc. Il y aurait plein de choses à dire encore. On va s'arrêter là parce que déjà je pense qu'on a plus d'1 heure de contenu. Je pense que ça va passionner nos auditeurs, et je voulais te remercier vraiment du fond du cœur. C'était vraiment très très intéressant, et ce que je proposais en cours de podcast, je propose à nouveau, c'est que si vous voulez qu'on aille plus loin avec Jean-Luc, et puis qu'on regarde que ce soit au niveau de la gestion de projet, ou que ce soit au niveau du niveau 2 ou du niveau 3 de la méthode, c'est à vous de passer à l'action, et puis de venir nous le demander sur le site. Donc je rappelle l'adresse du site, c'est www.outildumanager.com. Je vous dis à bientôt, et Jean-Luc, je te remercie à nouveau. C'était hyper sympa de nous accorder 1h10 de ton temps. Merci, et au plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà, l'interview avec Jean-Luc se termine aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu, on est à votre disposition pour approfondir les choses et faire de nouvelles interviews sur cette méthode, puisqu'elle permet de faire aussi de la gestion de projet, et elle permet aussi de mener sa carrière et sa vie à un niveau supérieur. Donc si ça vous intéresse que l'on continue cette série d'interviews, manifestez-vous, et pour ça la meilleure manière c'est de venir sur le site www.outildumanager.com et de me faire un message à la page du podcast ou dans les questions-réponses, et de me demander que ça continue. Vous pouvez aussi utiliser mon mail, donc mon mail c'est cédric@outildumanager.com. Je réponds à tous les mails, c'est juste une question de temps. De temps en temps, mes temps de réponse sont ralentis, il m'arrive de mettre plus d'une journée à répondre. Mais avant tout ça, un petit rappel, un petit passage à l'action. Rendez-vous sur notre page iTunes, likez-nous ou mettez ça dans l'application qui vous permet d'écouter les podcasts, ça nous rendra un grand service. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.